Comme Mickaël vous a très bien expliqué, je n'ai donc absolument rien à dire puisque je ne sais pas de quoi la matinée va être faite. Néanmoins, il me revient à vous présenter pas tellement plus en détail que ne l'a fait Mickaël, notre première intervenante, donc qui est Anna Maria Bordas, donc architecte du cabinet Perrault Bordas, et qui est maître de conférence à Paris-Val-de-Seine, qui nous a fait le plaisir déjà de participer un certain nombre de fois à nos jurys de PFE au mois de fin juin, début juillet. Voilà. Donc c'est avec plaisir que je lui cède la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Au fond, oui. Donc c'est un honneur d'ouvrir un peu cette table d'invités, cette première session. On a essayé, je dis on, parce que forcément Mickaël a un peu participé aussi dans la préparation de mon intervention. On travaille beaucoup en tandem à l'agence. Donc on a choisi de structurer cette présentation autour de ce qu'on essaye de faire en tant qu'architecte et de praticien, c'est qu'on théorise l'action, c'est-à-dire on va faire des projets et on va essayer de réfléchir et d'extraire des conclusions par rapport à ce qu'on fait, et en même temps quand on fait les projets, on se nourrit de toute cette réflexion-là. Donc c'est un travail en boucle, et on va commencer par la fin, c'est-à-dire que je vous expliquerai ou je vous livrerai un peu les conclusions de cette réflexion qu'on a menée pour le colloque, donc exprès pour cette réflexion d'aujourd'hui autour de l'adaptabilité. Et après, je vous montrerai un peu les projets qu'on a fait auparavant et qui nous ont permis aussi d'étayer et de réfléchir à tous ces sujets. Donc on part un peu comme toujours des préoccupations qui sont les nôtres d'aujourd'hui. Donc des constats, on a une crise écologique, économique et sociale. Et donc on peut s'interroger quel est le rôle de l'architecture et qu'est-ce que nous on peut faire là-dedans. Donc dans cette crise sociale, j'ai aimé on a voulu mettre cette image qui était la tête d'affiche pour The Age of Anxiety, qui était une expo à l'Orangerie du Louvre l'année dernière, et qui nous parle aussi de ce côté de la crise et l'anxiété. On le voit très bien dans le tableau, mais nous parle aussi d'une différence entre cette crise des années 30 et la crise d'aujourd'hui, qui est que la société n'est pas du tout la même que ce qu'on avait il y a bientôt une centaine d'années. Et en fait, je pense que ce changement sociétal et ce changement très rapide que Zygmunt Bauman, qui est un sociologue polonais devenu par la suite anglais, a beaucoup développé dans ses écrits autour de la société liquide, donc ce changement perpétuel dans lequel il n'y a pas de point stable pour nous. On change de repère familial, on change d'amis, on change de travail, on change de lieu physique dans lequel on habite, tout change de plus en plus vite. En fait, c'est une des pointes un peu de cette crise, et c'est quelque chose qui pose beaucoup de difficultés à l'architecture, parce que l'architecture, c'est un élément qui est assez stable. Et donc, c'est vraiment cette confrontation entre la modernité qui va de plus en plus vite et la stabilité ou la pérennité du bâti qui pose beaucoup de difficultés dans notre gestion du patrimoine et dans notre relation à la matière, et donc dans notre crise écologique, in fine. Alors, notre position, c'est que le patrimoine bâti ne peut pas être traité comme un objet jetable. Même si on peut jeter certains objets consommables, le bâtiment mobilise beaucoup trop d'énergie pour qu'on le traite comme ça. Donc, il faut réfléchir autrement. Et c'est ça qui est vraiment difficile. C'est vraiment cette confrontation entre une société qui change de plus en plus vite, en premier. En deuxième lieu, une société qui est habituée à qu'on soit très efficace. C'est-à-dire, avec nos connaissances, on a été capable pendant le XXe et le début du XXIe siècle à répondre de manière de plus en plus précise en mobilisant les justes milieux ou les justes éléments pour répondre à une demande. Je veux une chambre de 22 mètres carrés, pas plus. Si je fais 1 mètre de plus, je suis en train de gaspiller de la place, de gaspiller de l'argent. Le promoteur ne va pas en vouloir, ça ne va pas se vendre, on ne peut pas le faire. Donc on est vraiment dans à la fois une rapidité de changement dans la commande et à la fois une efficacité attendue, ce qui fait qu'on ne peut rien faire d'autre que de consommer, jeter, consommer, jeter, consommer, jeter. Et donc c'est ça qui est vraiment très problématique, et c'est ça qu'on va essayer de réfléchir ces jours tous ensemble, comment on peut arrêter de faire ça, avec ce slogan que j'ai copié d'une publicité que j'ai vue sur le métro de Back Market, qui en fait font de la revente de téléphones mobiles,
Mais j'ai trouvé ça très approprié. New is old, pas dans le sens le nouveau est vieux, c'est pas ça, c'est le nouveau est dépassé. C'est dépassé de faire de nouveau. Voilà. Donc, il y a aussi, c'est pas nouveau de 1920 non plus, le sujet sur cette ossification et cette extrême définition du programme pose plein de difficultés. Il y a plusieurs architectes qui en ont parlé. Rémy Budler nous parle de cette ossification entre guillemets de l'utilitas qui fait qu'au lieu de réfléchir au sens des choses, on va vers une quantification excessive et une quantification qui gèle aussi dans le temps. Donc ce gèlement est vraiment la source du problème dans cette difficulté entre la mouvance et la durée. Alors, comment agir ? On a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, en sachant que l'objectif était toujours de consommer moins d'énergie, consommer moins de matière et moins de créer de déchets. On s'est dit, en premier lieu, il faut réutiliser le bâtiment existant. C'est peut-être un peu évident. Ensuite, il faut concevoir le nouveau autrement pour que plus tard, on puisse le réutiliser. Et puis, en dernier, il faut réutiliser la matière. Donc, pour réutiliser le bâtiment existant, je vais faire un peu vite parce que j'ai plus m'attarder sur le deuxième volet. Puis chaque partie du débat est organisée en 3. C'est comme une triade vitruvienne. 3 pour la partie théorique et 3 pour les projets. On va s'appuyer sur les mécanismes de flexibilité du bâtiment. Donc regarder qu'est-ce qui peut être bougeable et qu'est-ce qui ne peut pas l'être, ou qu'est-ce qu'il faut ou ne faut pas bouger, et essayer d'aller un peu dans le sens de ce qui est déjà là pour jouer avec ces mécanismes. Et en même temps être capable d'accepter des éléments qui ne sont pas 100% adaptés à ce qu'on souhaiterait. C'est-à-dire si on est obsédé par une trame de multiples d'un 5 en bureau, ce qui se fait aujourd'hui dans la construction en France, et qu'on a un bâtiment qui a une trame de 2,90 m, on n'est pas un multiple de 2,70. Donc il ne faut pas chercher midi à 4 heures. Soit on décide de le démolir, ce qui a beaucoup été fait et ce qui est encore fait récemment. On a travaillé sur un projet, on a démoli parce qu'il y avait des écarts avec des trames. Soit on s'adapte et on joue avec ces éléments-là. Voilà, donc juste pour montrer rapidement un exemple, c'est un projet sur lequel on a travaillé, qu'on a pas gagné, c'est David Chipperfield qui a gagné ce projet de Réinventer Paris. Nous avons travaillé sur notre casquette ingénieur, parce qu'on est architecte et ingénieur. Donc ce projet-là, on l'a fait en tant qu'ingénieur. L'architecte était Brunet Saunier. Donc on a travaillé ensemble pour voir comment faire vivre les installations de Sully-Morland. Et donc on a regardé quelles étaient les potentialités de ce lieu, qui était une ossature poteau-poutre, très tramée, relativement facile à récupérer. Et donc on a travaillé par exemple sur l'élimination d'un élément en façade sur 2, qui en fait n'était pas porteur structurel, c'était un élément de façade. C'est comme mise sur la tour Seagram, tous les poteaux que vous voyez en façade ne sont pas porteurs de plancher. Donc là on a proposé d'en enlever 1 sur 2. Et une fois on a eu ça, on a cherché à l'occuper avec un programme très varié. On ne rentrera pas dans le détail, mais on est capable, dans cette ossature, de travailler sur un centre de congrès dont les salles doivent s'adapter à cette structure qui est existante. Et on fait ici une résidence-service. Alors, une résidence-service avec des trames qui sont de 4,50 m de large en façade fait des salles un peu trop grandes par rapport à ce que l'opérateur privé aurait souhaité, mais le coût de tout remplacer ou tout recasser ou tout faire ne vaut pas le coup, on va dire, et donc on a pris le parti de travailler comme ça. Donc il faut être souple, il faut que la société, mais ça c'est pas juste un boulot d'architecte, c'est nous tous collectivement, il faut qu'on soit souple, il faut qu'on soit capable de changer notre manière de voir. Voilà. Puis réutiliser les choses, c'est pas nouveau. On a tous en tête, par exemple, le château de Chenonceau avec sa grande galerie. Et cette grande galerie, elle a été occupée par un hôpital dans la guerre de 14-18. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on faisait jusque-là. Et maintenant, quand on a une urgence, on construit des milliers et des milliers de mètres carrés pour une épidémie. On ne sait pas si elle va durer 3 semaines, 1 mois ou 2 mois. Enfin, j'espère, parce que peut-être que ça va se rallonger, mais... Donc, vous voyez, c'est vraiment cette différence. Et maintenant, tout ça, quand l'épidémie sera passée, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne sait pas. Voilà, donc, ça, c'était pour le premier volet, très succinctement, parce que comme je parle beaucoup de sujets, je n'ai pas beaucoup de temps de rentrer plus dans le détail. Mais
Si on réfléchit à comment construire du neuf autrement, qui est plutôt l'objectif de ces jours-ci, il me semble, on a choisi d'abord de réfléchir au neuf qui serait pérenne, donc destiné à durer, des bâtiments qui durent longtemps mais qui sont adaptables. Et on a essayé de regarder comment le font les architectes, comment nous on a fait, et on a essayé de voir quel type de famille et quels sont les dispositifs et les leviers. En fait, on a deux types de leviers ou de mécanismes, soit directifs déterminés, comme le projet de Coder que Mickaël vous a montré. Et donc, ces mécanismes directifs déterminés permettent une évolution dans un sens. C'est-à-dire, on l'a pensé comme ça, et on peut évoluer en faisant ça, ça ou ça. Mais il y a plein d'autres options qui sont complètement exclues, parce que les porteurs sont situés d'une manière que, chez Coder, que la chambre sera toujours une chambre, sera très difficilement un séjour. Vous voyez, c'est des chambres relativement étroites, avec des qualités, mais ça sera difficile que ça devienne un séjour. Et puis, on a d'autres manières de le faire, avec des mécanismes plus ouverts, indéterminés, qui ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Et donc, on a voulu un petit peu faire cette récapitulatif, voilà, à partir de mécanismes directifs. Et puis des indéterminés, on peut commencer par la maison Domino de Corbusier. Je sais, tout le monde connaît, c'est pas la peine de vous en parler, mais c'est vraiment le paradigme. Jusqu'au point où Corbusier, pour lui, c'était tellement un objet, plutôt un mode constructif qu'un projet en lui-même, que même quand il dessine les façades, quand il écrit, il dit « on pourra y mettre n'importe quelle façade ». Il le dit. Donc pour lui, c'est pas un projet d'architecture, c'est un système qui nous livre. D'accord ? Donc on est à la limite entre le projet d'architecture et le système. Et puis même les plans qu'il fait, on voit bien que c'est pas le plan avec l'aménagement spatial le plus intéressant qu'il a fait, parce que pour lui c'est pas important, c'est pas ça son projet. L'œuvre intéressante, c'est vraiment de créer cette flexibilité. D'autres mécanismes plus ouverts et indéterminés, ça peut être la moindre spécification des espaces, c'est-à-dire j'aurai des cellules qui sont toutes pareilles. C'est le parti pris d'Éric Lapierre sur cette maison de collectionneur qu'il a fait aux Pyrénées, où il a fait 16 cases, que ce soit des toilettes, que ce soit la cuisine, que ce soit le séjour, ça fait tous la même taille. Voilà, donc c'est un peu mener l'élément jusqu'à l'extrême. Mais voilà, c'est vraiment un type de dispositif dont je voulais vous parler. Et puis le dernier, mais j'ai pas d'image, c'est de travailler sur les systèmes distributifs. Voilà. Et donc, si on cumule et si on réfléchit à tous ces éléments-là, on se pose la question de pourquoi un appartement haussmannien est plus facile à réhabiliter qu'un appartement qu'on aurait fait dans les années 2000. Ce qui est quand même un peu triste, je trouve, pour nous en tant qu'architectes et nous en tant que société, de dire que ce qu'on fait va être beaucoup plus difficile à réhabiter ou à réemployer. Et ça, je pense qu'Umberto va nous en parler tout à l'heure sur les immeubles haussmanniens. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil. Mais ce qu'on constate, si on essaye d'analyser le pourquoi, c'est qu'en premier lieu, les cloisonnements ne sont pas réalisés un élément porteur, ou en tout cas pas tous, donc ce qui permet une certaine flexibilité. Contrairement à la production standard française aujourd'hui de logements dans laquelle les voiles séparatifs, même entre pièces, c'est du béton, du mur en béton en dur. En deuxième lieu, on parlait de la moindre spécification des espaces. Les pièces, il y a plutôt des pièces d'une taille relativement standard, on va dire, peu différenciées. Ça peut être soit une chambre, soit un séjour, soit si on en met deux ensemble, c'est un séjour un peu plus grand. Et puis ces pièces, elles ont une belle proportion aussi. Et puis il y a des systèmes distributifs plus résilients qui sont constitués à la fois de couloirs et de systèmes d'antichambre, c'est-à-dire on a des portes qui communiquent. Donc on peut à un moment donné communiquer par les portes entre pièces, et le couloir il peut devenir un placard ou des toilettes, ou inversement on peut utiliser le couloir et fermer complètement les cellules. Voilà. Et puis un dernier sujet que je trouve important pour des bâtiments réversibles, c'est qu'il suffit pas de mettre en place tous les dispositifs intellectuels de la Terre pour que ce soit très flexible, c'est-à-dire je veux faire juste du pot-au-pot, c'est fini, parce que si je fais juste ça et j'oublie la qualité spatiale, la qualité intrinsèque, la qualité de lumière, c'est des bâtiments qui vont même pas être très appréciés au moment présent. Donc je vois pas comment ils seraient dans l'avenir. Donc faut pas tomber dans le piège de faire quelque chose qui est pas bien juste parce qu'on pense qu'il va être plus adaptable. Il faut toujours jouer sur la qualité intrinsèque de ce qu'on est en train de produire. Voilà, donc il faut faire très attention, on l'a dit, au système distributif, au système structurel, mais pas seulement. C'est-à-dire la grille, elle n'est pas infiniment adaptable, mais elle dépend aussi des épaisseurs du bâti. Et ça, je pense que Patrick nous en parlera cet après-midi sur
qu'est-ce que c'est une épaisseur de logement, qu'est-ce que c'est une épaisseur de bureau. C'est extrêmement codé, encore une fois, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis les hauteurs d'étage, et juste pour le clin d'œil sur les hauteurs d'étage, ce projet que vous devez tous connaître d'Herzog-et-de-Meuron sur le parking qu'ils ont réalisé à Miami, où juste, entre guillemets, je dis bien juste parce qu'on sait bien qu'ils ont fait d'autres choses, mais juste en augmentant la hauteur d'étage, c'est plus un parking, c'est un lieu de célébration, c'est un centre de yoga, c'est un lieu de commerce, c'est un lieu de vie. Voilà. Donc, juste changer la hauteur d'étage, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. Et puis, sur comment construire du neuf autrement, on a parlé du pérenne, de ces dispositifs spatiaux, mais je voulais aussi parler du temporaire, parce que pour moi, construire du temporaire, intuitivement, c'est quelque chose de pas durable. Je viens peut-être d'une tradition latine où on est au saturé, on aime les choses qui durent et qu'on construit bien pour que ça puisse durer longtemps. Mais en fait, dans un contexte où même si c'est très bien construit, on va peut-être le jeter parce que l'usage de demain ne sera pas adapté et que nous, en tant que société, on veut faire changer les choses, même si elles ont des qualités intrinsèques. On peut se poser la question du temporaire et comment on peut construire d'une manière durable mais temporaire. Et là-dessus, j'ai lu l'année dernière le livre de David Holmgren sur la permaculture, qui est très intéressant, je vous le recommande. C'est pas un livre sur comment planter des plantes maraîchères d'une manière plus soutenable, et c'est au contraire un livre systémique qui nous parle de systèmes écologiques au sens large et d'équilibre d'énergie à l'échelle territoriale, voire continentale, et qui vraiment parle sur une éthique de l'utilisation matérielle qui va vers l'utilisation des matériaux les plus coûteux à la nature pour des usages les plus nobles et les plus durables. Par exemple, du bois, on va l'utiliser pour une table qui est censée durer longtemps, plutôt que pour faire une caissette pour y mettre des fruits et légumes à un seul usage. Donc si on ne sait pas si le bâtiment doit durer peu longtemps, autant le construire avec des éléments qui coûtent peu à la nature. Évidemment qu'ils soient en plus, fassent pas de déchets si possible, mais surtout ça. Et quand on dit pas durable, ou qui coûtent peu à la nature, c'est pas qui sont pas chers, c'est pas de la tôle métallique, ou même pas du bois plein ou du bois lamelé collé. Le bois lamelé collé, ça prend du temps. Un épicéa à pousser, ça prend du temps. Donc ça prend 25-30 ans. Donc on va pas le gaspiller pour un projet qu'on va détruire dans 10 ans. Donc voilà, on peut aller jusqu'à la limite de réfléchir à des ressources vraiment très renouvelables. Mais c'est vraiment toute une autre histoire qu'on développera pas aujourd'hui. Voilà, sur le troisième volet, comment réutiliser les matériaux. C'est pas forcément le sujet où je suis la plus spécialiste, donc je vais juste en dire 2 mots. C'est d'un côté le recyclage et la réutilisation, c'est pas pareil. C'est très bien de recycler, mais on voit bien que le recyclage atteint ses limites aussi. Le métal et le verre se recyclent très bien. Le plastique, on n'y arrive pas parce qu'on ne sait pas le faire au niveau technique, mais parce qu'il n'y a pas de demande pour du plastique recyclé qui est moins joli, parce que quand on mélange des plastiques de différentes couleurs et qu'on les recycle, on a un plastique noir qui est pas très agréable à traiter. Donc en fait, on croit tous qu'en jetant ces bouteilles de plastique dans l'endroit à recycler et que dans les chantiers, si on récupère les bâches plastiques, c'est parfait. Et en fait, c'est pas parfait. Donc il faudra qu'on réfléchisse autrement. Et une des pistes, c'est très à la mode, on le voit beaucoup dans les appels d'offres innovants en France, en région parisienne, c'est l'économie circulaire ou la réutilisation. Voilà, donc là je fais aussi le parallélisme avec le mouvement Zero Waste que vous connaissez peut-être, qui est plutôt attaché à limiter les déchets dans notre vie quotidienne et qui dit effectivement qu'il ne faut pas recycler, il faut réutiliser avant, et même si on peut soit réduire, soit ne pas utiliser. Donc, si on peut se passer de quelque chose, voilà, passons-nous de cet objet dont on n'a pas besoin. Voilà, donc, mais quel est le problème de réutiliser? Parce que dans le concept, ça marche très bien, mais en vrai, en France, en Espagne, en Europe, d'une manière générale, on n'arrive pas à le faire, et c'est pas juste qu'on n'a pas envie. Il y a vraiment des blocages très, très difficiles. D'un côté, la filière de récupération. Il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialisés à récupérer. Il faut qu'ils arrivent à cataloguer tout ça. Il faut que les gens qui projettent
et un accès à cette base de données. Et c'est très difficile parce que quand on fait un projet en architecture, on sait qu'il va être construit dans 3 ans. Et donc le chantier va commencer dans 3 ans et on va le livrer dans 5 peut-être. Et on ne peut pas avoir gardé une plaque en bois pendant 5 ans dans un entrepôt. Voilà, ça va pas dans le cycle économique aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier problème, un problème logistique et de gestion. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a des filières qui se mettent en place, des gens qui travaillent sur ces sujets-là. Pour moi, le frein le plus important aujourd'hui, c'est notre système réglementaire, avec les assurances décennales qui nous imposent d'avoir tous les matériaux qu'on utilise avec des tests qui attestent qu'il n'est pas nocif, qui répond aux demandes et qui, voilà, il va pas brûler, qui va pas se casser, qui va pas faire mal aux gens. Donc, quand on prend des objets qu'on réutilise, on est obligé de faire tous ces tests comme si c'était du neuf. Voilà. Et donc, j'étais dans le jury du prix de Besnard de Kellen à l'automne. Et on a, sur l'innovation dans la matière de construire, et on a donné 2 prix. Un à quelqu'un qui a fait des éoliennes, donc très dans la tradition de réfléchir à des nouvelles technologies, et un autre qu'on a donné à Moebius qui travaille sur la réutilisation, parce que eux, ils ont commencé sur la réutilisation en tant que maître d'œuvre et AMO, c'est-à-dire pour conseiller aux maîtres d'ouvrage qu'est-ce qu'ils pouvaient réutiliser et comment le faire. Et après, ils ont vu que ça suffisait pas. Ils ont retroussé les manches et ils sont maintenant opérateurs. C'est-à-dire que eux-mêmes récupèrent de dalles de parquet dans les bureaux. Ils les nettoient, ils les poncent, ils les stockent, ils font tous les tests et ils le revendent. Vous voyez, donc ça, c'est possible parce que les dalles de parquet, c'est un objet pas très technologique, pas très difficile à tester et qu'en plus, on peut en avoir de très grandes quantités. Donc, quand on a en stock 30 000 mètres carrés de dalles, il suffit d'en tester 1 ou 2 et c'est bon. Par contre, si je prends tous les interrupteurs et j'en prends 3 ici et 3 là-bas, c'est complètement impossible. Donc notre système réglementaire pose pas mal de difficultés. Notre système logistique aussi. Et puis après, un dernier, notre système de penser le projet. On est dans une école d'architecture. On sait tous comment il est difficile de créer un projet, de l'imaginer dans toutes ses composantes et toute sa cohérence. À la fois avec la ville distributive et jusqu'au détail matériel. Si en plus on doit le faire avec des contraintes de dire je vais utiliser ces portes-là, comment je le fais, comment je les intègre. Donc ça c'est vraiment un sujet à développer, je le note pour du travail pour nous en tant qu'enseignants. Et puis on passe rapidement au volet 2, qui est de vous montrer rapidement quelques projets sur lesquels on a travaillé autour de ce sujet de flexibilité. Le premier, c'est encore un Réinventer Paris, parce que Réinventer Paris, ça nous a permis de libérer pas mal de blocages sur des éléments d'efficacité et de comment on cherchait de l'innovation. On a pu réfléchir à des choses un peu plus décoiffantes que ce qu'on fait d'habitude. Et sur ce projet-là, on a été architecte. On était une équipe de 2 avec Jean-Paul Viguier qui ont réalisé le projet à votre gauche. Et Bordaspero, on a réalisé le projet à droite avec une cohérence de concept et de matériaux de façade, etc. Et l'idée principale de ce projet était de réaliser un immeuble de logement, mais comme un écosystème dans lequel il y avait la place pour la nature animale et végétale. Donc on avait des modules de façade qui permettaient de loger des oiseaux. Mais je ne vais pas rentrer dans ce volet-là. Le volet écosystème des gens était très intéressant aussi. C'était sur la combinatoire et 2 modules qui permettaient à une jeune famille de s'installer, puis de prendre un module en plus pour quand ils auraient un enfant ou quand ils auraient du travail à la maison, ils auraient plus de place, besoin de plus de place, etc. Et donc on a voulu travailler à partir d'un système de modules indifférenciés qui font tous la même taille et qui peuvent se combiner de n'importe quelle manière, a priori. Ce qui est très facile à dire, mais pas si facile que ça à faire. Et donc, quand on voit le plan de l'étage, que je vous montre là, on lit très facilement, on n'a pas besoin de beaucoup y penser, on lit très facilement les modules, qui sont de 2 types, un plus allongé, qui a plus de longueur de façade, qui a une belle terrasse, et l'autre qui est plus à la verticale, avec un peu moins de linéaire de façade. Voilà, donc, comment on fait ? On agit sur 2 leviers de flexibilité. D'un côté, la combinatoire à droite, à gauche, un peu à l'infini, on pourrait presque faire tout l'étage, et qui est possible par le placement judicieux des éléments porteurs et des gaines. Donc 3 T1 que vous voyez à gauche peuvent se réunir en T2 et puis même un T3.
en faisant quelques ajustements. Ou là, j'ai mis le T3, il a pas mal d'ajustements, mais on peut faire beaucoup plus simple que ça, juste en les adjuvant. Et puis après, on va aller chercher en haut et en bas, mais on est beaucoup moins astucieux que Coder, qu'on n'a pas installé des cages d'escalier qui sont déjà prêtes. Donc, il faut un peu de travaux quand même. Mais on a travaillé une ossature bois avec des dalles fusibles, c'est-à-dire qu'il y a des dalles prédéterminées qui peuvent être enlevées et qui font des duplex au niveau des séjours. Et donc, ça permet de monter vers le haut ou vers le bas. Voilà. Donc, cette colonisation, elle peut avoir lieu à l'horizontale ou à la verticale. Et puis le deuxième levier de l'évolutivité, c'est qu'on a beaucoup travaillé pour qu'une fois ces appartements constitués, ça soit pas la seule manière. C'est-à-dire, si vous voyez à gauche, c'est la manière la plus simple, dans laquelle j'ai laissé la chambre quasiment telle quelle, et puis j'ai adjoint avec le séjour où j'ai enlevé les toilettes pour faire un séjour plus large. Mais on peut imaginer, grâce à cette orientation, cette longueur de façade un peu grande du module horizontal, de le subdiviser en deux. Donc le T3 peut devenir un T4 avec de petites chambres. Et aussi, comme on a placé les porteurs en périphérie, on pourrait faire des pièces traversantes. Vous voyez, donc on a vraiment une idée de réversibilité qui est pas juste ok, je colle les modules, mais je peux faire aussi autre chose dedans. Voilà. Le deuxième projet que je voulais vous montrer, c'est une résidence un concours qu'on a fait cet été à Saclay pour les ingénieurs agronomes, et on a travaillé avec Adim, qui était le promoteur, qui nous demandait dans le cahier de charge de travailler avec son concept d'habitat colonne. L'habitat colonne, c'est un système de poteaux dalles. Je pense que Patrick Rouvin va vous en parler parce que c'est lui qui a travaillé ce système avec Adim, Canal Architecture. Et donc, il consiste à dire il n'y a pas de poutres, il y a juste des poteaux et des dalles, mais du coup, les portées sont relativement réduites. On a des trames de 3,50 mètres fois 6 mètres. Et donc, cet ordre spatial, cet ordre constructif a engendré un ordre spatial. On a utilisé la même trame partout, qu'on a tourné dans la zone où on a l'accueil en bas pour éviter d'avoir des poteaux dans le rez-de-chaussée, pour éviter les reprises. Et on a pensé le bâtiment comme des éléments qui se pluguent à cette trame, c'est-à-dire que les seuls éléments porteurs, c'est les poteaux, mais la façade est non porteuse et rapportée, et puis les cloisons ne le sont pas non plus. Donc on a un système, un gradient entre ce qui est le plus fixe et ce qui est moins fixe au final. Et donc voilà, j'essaie d'aller un peu vite parce que je pense que je dépasse le temps, j'ai pas timé. Non, ça va. Tout va bien, merci. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur les qualités. On parlait il faut de la flexibilité, mais juste mettre des poteaux et des dalles, c'est pas suffisant. Il faut donner la qualité. On a travaillé sur des chambres qui sont un peu plus larges que le standard français, de ce qui se fait aujourd'hui en termes de résidence étudiante, parce qu'on trouve que ce qui est très angoissant dans les résidences, c'est que on peut presque toucher les murs avec les deux mains. Donc si on gagne un peu de largeur, c'est génial. Si on a une fenêtre qui est plus grande, quitte à que les matériaux de façade soient moins chers pour compenser le bilan financier, c'est tout ça de gagner. Une grande fenêtre, ça donne une qualité de vie. Et puis un espace où on peut bouger, qui soit le plus dégagé possible. Bon, vous nous direz, vous étudiants, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Nous, c'est notre regard 10 ou 15 ans, ou un peu plus même après nos études. Mais voilà, mon souvenir, c'est que c'est ces choses-là que j'avais envie de changer dans mes résidences. Donc voilà, on travaille sur une qualité de chambre et ce système fusible qu'on apporte complètement. C'était pas du tout dans le programme, mais on s'est dit que Saclay, on le pense aujourd'hui comme beaucoup d'universitaires, beaucoup de résidences, mais on voudrait que la ville s'y développe. C'est ce que Saclay affiche en tant que lieu. Enfin, ils disent ça va devenir la ville de demain. Donc la ville de demain, il faudra qu'il y ait d'autres choses que des étudiants de 22 ans qui puissent y habiter. Donc ce sera peut-être des chercheurs qui vont rester un peu plus et qui vont aller vers la trentaine. Donc vont peut-être être un couple ou peut-être avoir des enfants. Et donc de la manière la plus simple possible, comment passer d'un habitat individuel à un habitat un peu plus familial? Et juste en ouvrant une porte et en enlevant un bloc de toilette, on a déjà un T2 qui fonctionne relativement bien. Puis on s'est pas arrêté là, on a commencé à jouer avec cette combinatoire un peu comme des fous en disant bon, si je mets 3 cellules ensemble, qu'est-ce qui se passe? Donc là on a fait un habitat presque familial, mais ça pourrait être aussi un dortoir. On pourrait imaginer qu'il y a 2 copains qui dorment d'un côté, 2 copains qui ont de l'autre et qui ont quand même une pièce en commun. Donc pour 4 personnes ou pour 3 personnes. 54 mètres carrés, ou si on voulait plus cloisonner et un peu plus d'espace pour la partie commune,
On pourrait travailler comme ça. Puis si on veut des séjours plus grands, on parlait un peu des doubles séjours haussmanniens, là on peut avoir des séjours beaucoup plus grands. Et puis après aussi tout de la combinatoire avec combien de pièces d'eau. C'est-à-dire que, ou même aussi comment on refractionne les chambres. Là on a un peu de difficulté parce qu'on a un couloir que vous voyez en haut, mais si ce couloir devient coursive, parce qu'on retire les éléments de façade d'un 20 ans, ça peut être des pièces complètement traversantes et on pourrait même envisager de les cloisonner ensuite. Donc ça peut aller très très loin. Et on peut aller même vers des sujets un peu co-living, parce que ce qu'on nous demandait aussi dans cette résidence, il y avait quelques colocs, c'était que pour chaque chambre, il y ait sa salle d'eau. Donc ça, c'est très bizarre. On n'est pas du tout habitué dans un appartement à avoir autant de salles d'eau que de pièces, mais on peut aussi l'imaginer et comment le faire dans des dispositifs qui sont figés géométriquement. Voilà. Donc cette réversibilité est installée à la fois par le système hiérarchie, remplissage, structure, mais aussi par le positionnement des pièces d'eau en miroir, ce qui nous permet de dégager des espaces entre deux, en fait. Et donc on travaille sur différents leviers pour maximiser, mais à chaque fois en apportant un objet architectural qui réponde aux contraintes de type, de typologie. On est vraiment dans le... Voilà. Puis vous voyez quelques images, parce que ce que je vous disais, la qualité quand même architecturale est importante. Donc on travaille sur le relief de ces façades, on travaille sur des circulations qui sont éclairées, on travaille sur des escaliers qui sont pas juste un escalier encloisonné, enfermé. On a un escalier qui a une lumière naturelle et qui est double parce qu'il est en chambord. On travaille sur la toiture et ses espaces extérieurs. Et puis son ancrage au sol aussi et des continuités urbaines avec des usages de type buanderie, accueil, cafétéria, puis même une cafétéria qui donne sur la place et donc qui participe à l'animation du quartier. Voilà. Donc je veux pas expliquer plus du projet, c'est pas l'objet, on est vraiment dans le sujet de la réversibilité. Mais si on compare par exemple ce qu'on a vu de Coderc tout à l'heure avec ce qu'on a proposé nous avant de connaître ce projet de Coderc, parce quand est-ce qu'on a découvert ce livre? C'était peut-être en mai cette année. Donc voilà, on avait déjà posé pas mal de bases. On voit donc que les Coderc qui joue sur un mécanisme plus directif et déterminé, mais qui du coup a quand même des séjours peut-être plus larges. Nous, on est sur des pièces plus indifférenciées, mais qui sont par exemple sur Inventé Paris entre 22 et 26 mètres carrés. Donc si c'est un séjour de 26 mètres carrés, c'est déjà un séjour qui est pas si mal que ça. Sur les résidences étudiantes, c'est beaucoup plus cloisonné parce qu'une résidence étudiante, c'est 18 mètres carrés. Vous n'arriverez pas à financer 1 mètre carré de plus. Donc on joue sur les standards de cette typologie. Et c'est ça qui est contraignant aussi, et c'est ce qu'on voit par exemple sur Inventé Paris, le fait d'avoir plus de linéaires de façade nous permettait plus de flexibilité, alors que la trame, où on est à 3,20 sur la résidence, qui est déjà pas mal pour une résidence étudiante, ça nous bloque un certain nombre de choses. Voilà. De la même manière, le produit, parce qu'on parle de produit immobilier de Inventé Paris, a des couloirs qui sont plus longs que si on avait... si on a juste 2 T4 et qu'on adjoint tout, on a beaucoup trop de couloirs. Le rendement de couloir, votre promoteur vous dira, n'est pas bon. Mais pour un projet qui serait juste de T1, c'est le bon rendement de couloir. Donc, excusez-moi que je parle beaucoup de ces sujets-là, mais c'est ce que vous allez retrouver en sortant de l'école. C'est-à-dire, on parle de grands principes et quand on fait face à la réalité, on est obligé de répondre, en tout cas, à dire soit je suis dans les clous, dans ce que vous attendez, soit je le suis pas, mais j'apporte ça en plus de qualité, de flexibilité, d'espace. Et puis pour terminer, on a voulu changer de registre et on vous parlera pas de nos projets de gare du Grand Paris sur lesquels on travaille, qui sont en train de se construire déjà pour celle de Clichy-Montfermeil. On vous parlera d'un concours aussi, donc je pense que c'est peut-être des moments créatif, qui est un concours de réhabilitation, de réaménagement de la gare de Nation, du RER A, qui est aujourd'hui comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez été nombreux à être dans cette gare, mais c'est un incroyable volume, mais assez peu mis en valeur, avec
une esthétique très marquée des années 70, les chaises qu'on appelle les confessionnaux, parce qu'on est enfermé entre deux éléments verticaux rouges, et ces éclairages, en fait, c'est vraiment toute l'identité du RER qui était en cause, qui faisait partie des enjeux de la RATP. Et donc, il part de cette manière de voir le transport dans les années 70, dans laquelle on a des éclairages beaucoup plus puissants que ce qu'on avait avant, et on se dit, comme j'ai des éclairages plus puissants, je peux me permettre de faire des couleurs plus foncées. Aujourd'hui, le RER, on le trouve sombre par rapport au métro, mais c'était beaucoup plus lumineux en termes de luxe, et donc c'est pour ça qu'on a utilisé des couleurs sombres. Donc voilà, des sujets sur la réflexion de ce que c'est aujourd'hui un espace de transport, sur l'identité du RER, qui a un problème d'identité face au métro et face au nouveau métro du Grand Paris Express qui va arriver. Il demandait de mettre en valeur la voûte, la permanence de l'évolutivité, facilité de nettoyage et maintenabilité, qui sont des sujets très très importants dans tous les sujets de transport. Et puis une approche de design de service, parce que la RATP cherche à innover tout le temps ce qu'ils font. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, il y avait des petits salons de coiffure dans les quais de RER. Il y en a eu quelques-uns. Donc voilà, ils essayent d'imaginer des choses. Ça ne marche pas toujours, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc, ce qu'on a essayé de dire, qu'est-ce que c'est un lieu de transport aujourd'hui ou demain ? C'est un lieu calme, parce que justement, c'est ce qui nous manque. On va trop vite partout. Déjà, on est sollicité avec nos téléphones, nos emails, et puis on attend qu'on aille plus vite. Donc, au moment où on doit attendre, parce qu'on est obligé d'attendre, autant que ce soit fait dans le calme. Donc on a essayé de donner du calme, et ça on l'a fait à partir d'une gamme chromatique très apaisante et d'une réflexion sur des éléments qui allaient durer longtemps, qu'on a voulu le plus neutre possible. On a fait un mur très blanc, parce qu'on veut imaginer qu'il puisse rester 50 ans, et après les autres aménagements qui sont voués à bouger plus vite, eux, ils peuvent être en couleur, mais on a travaillé sur une gamme chromatique qui intègre les couleurs des panneaux, par exemple. On avait forcément des panneaux bleus, on savait que quoi qu'il arrive, il y aurait des panneaux bleus, donc on s'est dit autant aller vers cette gamme de bleu-vert et utiliser des matériaux nobles et pérennes comme la céramique. Voilà, donc comment on envisage l'adaptabilité, la réversibilité dans ce cas-là ? On l'a joué à partir de la hiérarchie, c'était absolument pas demandé, mais nous on s'est dit déjà il y a la voûte sur laquelle on ne peut pas agir, qui est là et qui structure l'espace énormément. Et donc on a dit maintenant qu'est-ce qu'on nous demande de faire, qu'est-ce qu'on peut faire, où on a le levier. Donc on a décidé de diviser en deux, entre les éléments de l'architecture de l'espace comme le sol et le mur, et les éléments de l'ordre de l'objet, qui sont eux facilement échangeables. Ce que je vous disais, la différence entre le mur qui va être blanc et qui est pensé pour être amovible, remplaçable. S'il y a une pièce qui se casse, on l'enlève, on la refait. Si j'ai un meuble qui s'y plug et j'ai besoin d'un Selecta plus épais, je peux démonter des panneaux de cet élément de mur et y plugger autre chose. C'est ce qu'on voit dans cette image-là. Je me prends la place aussi d'avoir un couloir de déambulation pour des gaines de ventilation. Donc j'ai de la place. Les études de flux aujourd'hui dans la Gare de Nation permettent de rogner un petit peu en largeur de quai. Donc c'est un parti pris. Et puis tout ce qu'on y plug, c'est comme ça aujourd'hui. Ça peut peut-être durer 20 ans, mais si on s'en lasse, on ne sera pas obligé de tout réaménager toute la gare pour le faire. Alors que maintenant, si on enlève les confessionnaux, c'est foutu. Le système d'éclairage n'est plus là. Voilà, les confessionnaux, je veux dire les chaises rouges. Je parle argot RATP là. Excusez-moi. Voilà, donc cette idée de aujourd'hui j'ai une gamme de mobilier qui est comme ça. Je pourrais ajouter à ça des nouveaux mobiliers, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai des éléments pour éclairer, pour informer et pour distribuer des machines, mais j'ai pas prévu d'assises en plein quai, mais peut-être que demain je vais avoir envie de le faire. La RATP justement aime expérimenter, mais à chaque fois qu'il expérimente, il ajoute quelque chose. Les boules de coiffure étaient des bulles vertes avec des éléments noirs qui n'allaient absolument pas avec tous ces gares, donc si on reste dans une même gamme, on peut la décliner complètement, c'est ce qu'on a essayé de penser. Et puis si à un moment donné, on veut changer de ça parce que toute la technologie est devenue obsolète, on pourra changer sans changer le sol, le mur, le portillon. Voilà. Et puis même un même objet, un banc, on peut imaginer qu'on pourra y installer des éléments pour charger son téléphone, des éléments LED pour donner à lire quand passe le prochain train, ou même un hologramme pour demain. Enfin, on a voulu être un peu fou. Voilà. Et puis cette évolutivité, aussi une adaptabilité, parce que
comment faire pour réfléchir à une identité globale de tout le RER en même temps qu'on essaie de mettre en valeur la voûte. C'était assez contradictoire pour nous. Et donc ce système nous permettait à la fois de réfléchir à un système qui marchait bien pour la voûte parce qu'on la nettoie de tout élément, on ne met rien dessus, on la met en majesté, elle nous surplombe. Mais par contre, on peut l'adapter à d'autres géométries avec ce même système, quoi. Voilà, donc voici pour mon intervention. Je vais passer la parole aux autres. Merci beaucoup, Anna-Maria. Je crois que cette intervention est intéressante parce qu'elle pose un peu la base du débat. Je pense que Frédéric Sautinel, comme moi, avons entendu des questionnements que l'on aborde souvent en atelier de projet, notamment dans le nôtre qui s'intéresse spécifiquement à l'évolutivité, à la réversibilité des espaces. Je pense qu'il y a peut-être une question sur laquelle on reviendra au cours du débat, c'est la notion d'ancrage et de contextualisation. Je pense qu'il y a un début de réponse dans le dernier projet, mais c'est vrai que c'est peut-être la crainte que pourraient avoir des étudiants qui réfléchiraient à cette notion de réversibilité, c'est finalement d'aboutir à une architecture tellement standardisée par un système constructif que tu as très bien décrit et qui serait censé être un peu la réponse universelle, voilà, que finalement on s'éloignerait de la qualité spatiale que par ailleurs tu présentais comme essentielle. Moi ça m'a rappelé un peu les débats post-années 80 où on était tous face à la production des salles polyvalentes. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, c'était le programme phare de toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Chaque commune voulait se construire sa salle polyvalente et c'était souvent des espaces qui étaient de moindre qualité spatiale, architecturale et qu'on a peut-être parfois eu du mal à réutiliser de manière pérenne justement parce qu'il manquait cette qualité intrinsèque. Donc ta présentation m'a rappelé ce questionnement. Donc je pense qu'il y a plein d'interpellations aussi du côté des promoteurs. Je pense que le débat de tout à l'heure permettra de parler du coût, notamment. Moi, j'ai retenu le bon rendement d'un couloir. Je pense que c'est une question qu'on vous reposera tout à l'heure. Très bien, merci.